La planète Terre, malgré ses grandes étendues sauvages, ses profonds océans et ses montagnes monumentales, n'est qu'un minuscule grain de poussière face à l'immensité du cosmos. Dans la partie observable de l'univers, il y a environ 100 milliards de galaxies. Et chaque galaxie, comme la Voie lactée, contient environ 100 milliards d'étoiles. Les chiffres montent rapidement jusqu'aux millions, puis aux milliards et aux milliers de milliards. Et là, on perd tout sens de ce que ça représente vraiment. L'esprit humain est conçu pour gérer des ordres de grandeur à notre échelle. Notre cerveau peut appréhender un trajet de 80 km, mais pas 800 000. Et l'on peut se rendre compte de ce que représente une vitesse de 160 km/h, mais pas 160 millions. Des nombres qui se comptent en millions, en milliards et encore plus en milliers de milliards sont très difficiles à imaginer pour la plupart d'entre nous, parce qu'on dispose rarement de millions ou de milliards de quelque chose chez soi. Alors comment espérer connaître l'univers si notre cerveau est incapable d'appréhender ces dimensions gigantesques? Commençons notre comparaison avec Jupiter, qu'on appelle la reine des planètes, et non sans raison. Sa masse est de plus de 1,8 octillons de kilos, c'est-à-dire un 18 suivi de 26 zéros. Autrement dit, il faudrait 300 planètes Terre pour atteindre la masse de Jupiter. Mais même Jupiter est d'une taille dérisoire comparé au Soleil. Le Soleil est de loin le corps le plus massif de notre système solaire. Il est environ 1000 fois plus gros que Jupiter, qui est la plus grosse planète. Pour vous donner un ordre de grandeur, cette voiture derrière moi pèse environ 1000 kilos, et cette petite voiture en pèse 1. C'est la même différence qu'entre Jupiter et le Soleil. La différence est écrasante, comme le prouve très clairement la voiture d'une tonne. Mais n'oublions pas que nous sommes à un spectacle de Monster Trucks. Et la voiture qui représente notre Soleil pourrait vite regretter d'avoir fait du mal à la petite Jupiter. Le Soleil est le corps le plus massif de notre système solaire, mais pas l'étoile la plus grosse de notre galaxie. Il existe beaucoup d'étoiles bien plus imposantes que lui. Pour se rendre compte de la différence entre le Soleil et une étoile plus grosse, nous retrouvons la voiture d'une tonne pour représenter le Soleil et un Monster Truck de 3 tonnes pour représenter une étoile située à 75 années-lumière de chez nous. La différence entre le Monster Truck et la voiture est à peu près la même qu'entre le Soleil et une autre étoile appelée Régulus. Cette étoile est environ 3,5 fois plus grosse que le Soleil. 3 fois plus grosse, ça peut sembler peu. Mais il faut garder à l'esprit que l'on oppose ici de véritables géants galactiques. C'est un peu le choc des titans. Vous voyez qu'une différence du simple au triple est loin d'être anodine. Si l'on pouvait apporter Régulus et le Soleil ici, il se passerait la même chose. Mais même Régulus, ce Monster Truck céleste, ne fait pas le poids face à la masse énorme des vrais titans de l'univers. L'étoile la plus grosse qu'on connaisse tourne en orbite autour de la Voie lactée, dans la galaxie naine du Grand Nuage de Magellan, au milieu de la nébuleuse de la Tarentule. Cette étoile a un nom assez rébarbatif, R136A, mais elle est gigantesque. R136A est une jeune étoile âgée d'environ 1 million d'années. Sa température de surface est de 70 000 degrés, c'est-à-dire 7 fois plus chaude que le Soleil. Jusqu'en 2010, on croyait que les étoiles ne pouvaient pas atteindre une taille supérieure à 150 fois la masse du Soleil. Mais grâce à de nouvelles découvertes, cette limite a doublé. On pense que R136A est 250 voire 300 fois plus grosse que le Soleil. Pour représenter cette étoile énorme, il faudrait un Monster Truck vraiment monstrueux. Un véhicule 100 fois plus lourd.
Mais une masse énorme peut aussi exister dans un petit volume, lorsque la densité très forte pousse la force de gravité à l'extrême. La densité la plus extrême qu'on puisse trouver dans l'univers est celle d'un objet stellaire appelé étoile à neutrons. Une étoile à neutrons est le résidu compact de l'explosion d'une supernova dont la masse est compactée à l'extrême. On a 1,5 fois la masse du Soleil concentrée dans une sphère de 15 km de diamètre. Même en compressant un monster truck dans un volume équivalent à un morceau de sucre, on serait encore loin de la densité d'une étoile à neutrons. Il faudrait 10 millions de monster trucks dans le volume d'un morceau de sucre. Il faudrait ensuite assembler ces morceaux de sucre contenant chacun 10 millions de monster trucks en un énorme cube de 15 km de côté. Les étoiles à neutrons sont des objets extrêmes et très étranges. Si l'on voulait se poser sur une étoile à neutrons, ce serait impossible. Parce que l'on pèserait 5 milliards de fois plus lourd que sur Terre. Mais la masse ne fait pas tout lorsqu'on recherche la taille de la plus grosse des étoiles. L'univers est aussi rempli de véritables titans qui occupent une place énorme. Certains des minuscules points de lumière qu'on voit depuis la Terre sont en fait des étoiles d'une taille suffisante pour avaler tout notre système solaire. L'esprit humain est-il même capable d'imaginer la plus grosse étoile de l'univers ? Continuons notre tentative de rapporter les tailles, les vitesses et les distances de notre immense univers à des mesures plus compréhensibles pour l'esprit humain. Le plus gros objet de notre système solaire est de loin le Soleil. Il pèse 300 000 fois plus lourd que la Terre. Mais en termes de volume, c'est aussi l'objet le plus grand du système solaire, avec un diamètre de 1,4 million de kilomètres. Le Soleil est énorme comparé à la Terre. Il est 109 fois plus large que notre planète. Cela signifie que l'on pourrait faire rentrer plus d'1 million de planètes Terre dans le volume du Soleil. C'est énorme. Mais aussi énorme que soit le Soleil à une échelle terrestre, notre chère étoile reste dérisoire comparée aux mammouths stellaires de notre galaxie. Ces étoiles aux noms étranges, empruntés à l'histoire et à la science, savent jouer les stars. Les voici dans l'ordre croissant. Vega, Bellatrix, Epsilon Canis Majoris, Dubhe, Aldébaran, et enfin les gigantesques Bételgeuses et VY Canis Majoris. L'astronome Alex Filipenko va tenter de les faire descendre sur Terre, dans ce hangar pour avions. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour tenter d'observer la taille des étoiles les unes par rapport aux autres, surtout pour les grosses. On va gonfler des ballons, voire même des gros ballons météorologiques, pour se représenter la taille des grosses étoiles par rapport au Soleil, qui, lui, est représenté par une boule de bowling. Notre Soleil mesure 22 cm de diamètre. À côté, la Terre n'est pas plus grosse qu'une petite perle. Mes deux assistants sont spécialistes en ballons. Ils savent les gonfler à l'hélium, les fermer et jusqu'où ils peuvent les gonfler. Ils vont donc gonfler plusieurs ballons de différentes tailles. Grâce aux ballons gonflés, nous allons pouvoir faire un tour dans une réduction de notre univers et croiser les grandes, très grandes sœurs de notre Soleil. Premier arrêt, l'étoile Vega. Située dans la constellation de la Lyre, Vega est l'une des 5 étoiles les plus lumineuses du ciel. Elle a une couleur blanche bleutée, parce que sa surface est plus chaude que celle du Soleil. Voici ma boule de bowling qui représente le Soleil. Et ce ballon, quelle taille fait-il? On va le mesurer.
À peu près 60 cm. Ça fait environ 2,5 fois plus que la boule de bowling. Donc ça, c'est Vega. Une étoile blanche bleutée, à 25 années-lumière de nous, qui brille très fort dans le ciel. La suivante est Bellatrix, une étoile d'Orion, le chasseur, constellation la plus lumineuse du ciel. Les étoiles de la ceinture d'Orion et de son torse sont bien connues. Bellatrix, elle aussi une géante bleue, se trouve à l'épaule droite d'Orion et brille à plus de 240 années-lumière de chez nous. Voici un ballon encore plus gros. Quelle taille fait-il? Il fait 1,20 m. 1,20 m, c'est-à-dire 5,5 fois la taille de ma boule de bowling, donc du Soleil. Cette énorme étoile, c'est Bellatrix. Encore plus grosse que Bellatrix, on trouve une étoile bleue et chaude, Hadara, aussi appelée Epsilon Canis Majoris. Canis Major est une constellation dont le nom signifie « grand chien ». En voilà une grosse étoile. Elle mesure 3,60 m. Ce ballon est 17 fois plus gros que mon Soleil. Ça correspond à l'étoile Epsilon Canis Majoris dans la constellation du Grand Chien. C'est la constellation où se trouve aussi Sirius. Sirius est l'étoile la plus lumineuse du ciel, mais Epsilon Canis Majoris est à 430 années-lumière de la Terre. Si elle se trouvait à la même distance que Sirius, elle apparaîtrait 15 fois plus lumineuse. Encore 2 fois plus grosse qu'Epsilon Canis Majoris, Dubhe est une étoile géante, située au bout de la Grande Ourse, à 120 années-lumière d'ici. Super! Ce ballon est encore plus énorme. Quel est son diamètre? Voyons voir. 6,40 m. 6,40 m, c'est-à-dire 30 fois la taille de ma boule de bowling. Ça correspond à l'étoile Dubhe. Dubhe est différente des autres étoiles qu'on a vues. C'est ce qu'on appelle une géante rouge. Elle a une couleur orangée car elle est moins chaude que les étoiles bleues ou blanches qu'on a vues avant. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il existe des étoiles encore plus grosses, que l'on ne peut même pas représenter dans ce hangar. Voici où il a fallu placer Aldébaran, une étoile monstrueuse connue depuis l'Antiquité, qui était autrefois signe de richesse et d'honneur. Ce ballon mesure près de 10 mètres de diamètre. C'est à peu près 45 fois plus gros que cette boule de bowling qui représente le Soleil. Ce ballon représente l'étoile Aldébaran, une géante rouge de la constellation du Taureau. Elle se situe à 65 années-lumière de la Terre et sa vraie couleur est orange. Mais même les plus gros ballons ne suffisent pas à représenter les plus grosses étoiles de la galaxie. Bételgeuse, par exemple, est une autre étoile de la constellation d'Orion. Située à 650 années-lumière de nous, elle fait plus de 1000 fois la taille du Soleil. Bételgeuse est tellement grande qu'à la place du Soleil, son diamètre atteindrait l'orbite de Jupiter. Donc, les 8 planètes du système solaire seraient soit détruites, soit bien trop chaudes pour être habitables. Mais la plus grosse étoile connue porte le nom de VY Canis Majoris. D'après les estimations, son diamètre est 2000 fois plus grand que celui du Soleil. C'est vraiment une étoile gargantuesque. Si l'on faisait voler un avion de ligne à la surface de VY Canis Majoris, il lui faudrait 1200 ans pour en faire le tour. À une telle échelle, l'esprit humain est incapable d'appréhender quelque objet que ce soit. En ce qui concerne la taille des objets de l'univers, les faits sont vertigineux. Et la question des distances n'est pas moins intimidante. En effet, les distances entre les planètes, les étoiles et les galaxies dépassent l'entendement humain. Pour arriver à bien se rendre compte, le mieux c'est de tout rapporter à une échelle plus humaine. L'esprit humain est plus à même de comprendre la taille des choses de façon relative qu'avec des nombres absolus. Prenons l'exemple de la Lune. Elle se trouve à un peu moins de 400 000 km de la Terre. On pourrait se dire que ce n'est pas très loin. Mais on aurait tort. Je vais réduire la Terre à la taille d'un ballon de basket. Si la Terre avait effectivement la taille de ce ballon, la Lune aurait la taille de cette balle de tennis. La question qu'on se pose maintenant, c'est de savoir à quelle distance l'un de l'autre seront ces deux objets en prenant en compte leur échelle.
Pour vous montrer, je vais avoir besoin d'aide. Johnny va tenir la Terre et moi, je vais prendre la Lune pour aller la placer à la bonne distance. Allons-y. 1 mètre, 2 mètres. Je continue, j'arrive à 3 mètres, je recule encore. 5 mètres. Je dois encore reculer. Et voilà, 6 mètres 40. Voici la distance entre la Terre et la Lune à l'échelle des deux objets. À 370 000 km de la Terre, le trajet jusqu'à la Lune nous est désormais familier grâce aux missions Apollo. C'est l'une des rares distances spatiales que l'on est en mesure d'appréhender assez facilement. Grâce aux 6 alunissages pratiqués dans l'histoire, on a appris que le temps de trajet est d'un peu plus de 3 jours. Ce trajet lunaire fait donc désormais partie du savoir collectif. Mais au-delà de la Lune, le système solaire s'étend sur des distances si immenses que notre esprit limité n'est pas à la hauteur de la tâche. Mais que se passerait-il si l'on pouvait rapporter toutes les planètes à la taille de la Terre ? On peut rapidement se sentir submergé face aux tailles, aux distances et aux vitesses que l'on trouve dans l'univers. Même à l'intérieur de notre système solaire, les distances semblent invraisemblables. Essayons donc de réduire notre système solaire à une taille plus compréhensible. Imaginons qu'on prenne le diamètre du Soleil, 1,4 million de kilomètres, pour le rapporter à la taille d'une boule de bowling. À quoi ressembleraient les autres planètes? Eh bien, il faudrait les réduire aux tailles qu'on a là. On a les 8 planètes du système solaire alignées ici, de Mercure jusqu'à Neptune. Dans ce système solaire réduit, notre Terre est cette toute petite bille, alors que le Soleil est cette boule de bowling. Si ces petites billes sont bien à l'échelle par rapport à la boule de bowling, les distances qui les séparent ne le sont pas. Pour en faire la démonstration, le physicien Clifford Johnson va disposer ce mini-système solaire le long d'une piste qu'il va parcourir et mesurer. Johnny va m'aider à mesurer les distances grâce à cette roue à mesurer, un odomètre. Allez, partons explorer le système solaire. C'est parti. Dans ce système solaire en modèle réduit, 1 mètre représente en réalité une distance approximative de 5 millions de kilomètres. Nous voici sur Mercure. Ça fait 11 mètres 40. Dans la réalité, Mercure est à environ 57 millions de kilomètres du Soleil. C'est dingue que la toute première planète du système solaire soit déjà si loin du Soleil. Allons voir la suivante. C'est parti. Nous voici sur Vénus. Ça fait 20 mètres 50. Cette petite bille représentant Vénus est donc 2 fois plus loin du Soleil que Mercure. Dans la réalité, ça fait une distance de 104 millions de kilomètres. Nous voici sur Terre. Ça fait 29 mètres 80. La Terre est représentée par cette bille minuscule. Dans la réalité, elle se situe à 149 millions de kilomètres du Soleil. Vous voyez la taille de la boule de bowling vue d'ici? Elle correspond à la taille du Soleil tel qu'on le voit dans le ciel depuis la Terre. On a cette petite bille bleue qui représente la Terre et à environ 6 cm, une bille encore plus petite pour représenter la Lune. Souvenez-vous, à une échelle différente, la Terre ayant la taille d'un ballon de basket, la Lune se trouvait à une distance de 6 mètres 40. Cette fois, pour s'adapter au système solaire entier, il a fallu réduire cette distance à quelques centimètres seulement. Cette distance minuscule entre la Terre et la Lune, c'est la limite de l'exploration spatiale par l'humain à ce jour. Même si l'on espère aller beaucoup plus loin dans les années à venir. Sur notre modèle réduit du système solaire, Mars est encore 15 mètres plus loin que la Terre, c'est-à-dire 227 millions de kilomètres du Soleil. Au-delà de Mars,
les distances deviennent de plus en plus vertigineuses. On arrive sur Jupiter. On est à 155 mètres du Soleil. On est 3 fois plus loin du Soleil que ne l'est Mars. Avec de telles distances entre des billes aussi petites, il est incroyable qu'on arrive à voir les autres planètes depuis la Terre. Ce que ça nous montre, c'est que le Soleil est extrêmement lumineux, au point que sa lumière puisse atteindre ces planètes lointaines, que leur surface la renvoie et revienne jusqu'à la Terre pour qu'on les voie. Allez, en route pour Saturne. Allons-y. Nos 2 explorateurs de l'espace arrivent sur Saturne, à 286 mètres du Soleil. Saturne se trouve à 1,4 milliard de kilomètres du Soleil. C'est-à-dire qu'on a parcouru quasiment la même distance entre le Soleil et Jupiter qu'entre Jupiter et Saturne. Et on n'est pas encore au bout du système solaire. Au bout de 575 mètres de marche, à 2,8 milliards de kilomètres du Soleil, se trouve Uranus, 2 fois plus éloigné que Saturne. Je vois à peine le Soleil d'ici. Et de l'autre côté, je distingue à peine Neptune, qui est notre prochaine étape. On y va? C'est parti. Ça fait loin. C'est clair. Nous y voilà. Neptune, la dernière planète. On est à 900 mètres du Soleil. « 900 mètres sur notre modèle réduit, ça correspond à une distance de 4,5 milliards de kilomètres entre Neptune et le Soleil. À une telle distance, une planète met du temps à faire une orbite complète autour du Soleil. Une année neptunienne correspond environ à 165 années terrestres. D'ailleurs, il ne s'est passé qu'une seule année neptunienne depuis la découverte de Neptune. Quand on se rend compte des distances, il semble incroyable que la force de gravité du Soleil puisse avoir le moindre effet sur des planètes aussi lointaines. De plus, le système solaire ne s'arrête pas à Neptune. Au-delà, on trouve des corps plus petits, comme Pluton. Et ensuite, à près d'une année-lumière du Soleil, se trouvent des nuages de comètes sombres et glacées. Si les distances entre les planètes du système solaire dépassent l'entendement humain, alors l'immensité qui sépare les étoiles et les galaxies nous submerge totalement. Le fait même que les astronomes connaissent les distances qui nous séparent des étoiles reste un mystère pour Nora de Brooklyn, à New York, qui a voulu poser cette question sur l'univers. Comment mesure-t-on la distance qui nous sépare des étoiles? Nora, voici une question assez complexe. Pour les étoiles les plus proches, on observe leur changement de position dans le ciel pendant que la Terre tourne autour du Soleil. Pour les étoiles plus lointaines, même dans d'autres galaxies, on mesure leur luminosité telle qu'elle nous parvient. On la compare avec leur puissance estimée afin de déterminer leur distance. Ces chiffres sont tellement vertigineux que les questions de taille et de distance constituent un véritable défi pour l'esprit humain. Mais l'immensité de ces chiffres s'applique aussi aux vitesses dans l'univers. Les scientifiques ont en effet découvert que l'univers est comme un champ de course géant, où même les planètes géantes filent plus vite que des balles de revolver. Nous avons pu observer la taille et la distance des choses dans l'espace. Nous allons maintenant étudier leur vitesse. Pour ce faire, il faut d'abord comprendre la base de mesure spatiale, l'année-lumière. Comme son nom l'indique, une année-lumière est la distance parcourue par la lumière en une année. Cela correspond environ à 10 000 milliards de kilomètres. Mais cela ne nous aide pas à comprendre la vitesse de la lumière elle-même. La lumière est extrêmement rapide, environ 300 millions de mètres par seconde. C'est difficile à visualiser sans un exemple. Imaginez qu'un rayon de lumière fasse des allers-retours entre Los Angeles et New York. Eh bien, en une seconde, il aura le temps de faire 38 allers-retours. Pour nous aider à comprendre le concept de la vitesse de la lumière,
l'astronome Greg Laughlin rencontre Michael Voigt, expert en armes à feu, afin qu'il nous présente des objets parmi les plus rapides sur Terre. On va essayer de comparer la vitesse de la lumière à la vitesse d'un objet très rapide sur Terre. Une balle d'arme à feu. On a placé une cible métallique là-bas. Comme ça, on entendra le choc de la balle et on se rendra compte du temps qu'elle a mis pour y arriver. On a ici une 204 Ruger, qui est la munition commerciale la plus rapide du monde à l'heure actuelle. On est à 300 mètres de la cible. Et je vais essayer de me faire une idée du temps que va mettre la balle pour arriver à la cible. Alors allons-y. Joli coup. C'est dingue. À l'instant où j'ai appuyé sur la gâchette, la balle a touché la cible. Impossible de percevoir le temps de trajet. Puisqu'il est si difficile pour les sens humains de percevoir la vitesse des balles, Michael met en place un dispositif ultra précis afin de mesurer le temps. Un chronographe. Le chronomètre se trouve dans cette unité. Il y a une horloge à l'intérieur. Je crois que le chronographe est prêt. Très bien. Je vais tirer quelques balles et on verra quelle est leur vitesse. Alors? Ça fait 1309 mètres par seconde, c'est-à-dire 5000 km par heure. C'est rapide, hein? Carrément, ça fait un peu plus d'1 km par seconde, c'est-à-dire 4 fois la vitesse du son. Je suis vraiment impressionné. Mais c'est dérisoire en comparaison de la vitesse de la lumière. Dans le temps qu'a mis la balle pour aller du canon de l'arme jusqu'à la cible, un rayon de lumière aurait le temps de faire un aller-retour entre Los Angeles et Paris. Avec ses 300 millions de mètres par seconde, la lumière pulvérise tous les records de vitesse qu'on puisse observer sur Terre. La vitesse de la lumière ne m'évoque pas grand-chose, puisque même les 300 millions de mètres que parcourt la lumière en une seconde sont difficiles à appréhender. La vitesse de la lumière est si extrême par rapport aux vitesses qu'on a sur Terre qu'il nous faut prendre la lumière et la ralentir pour vraiment comprendre la différence. Pour cela, revenons-en à la balle de revolver. À près de 5000 km/h, son temps de déplacement est à peine perceptible. Si la lumière se déplaçait à cette vitesse-là, à quoi ressemblerait le monde autour de nous avec des vitesses réduites à la même proportion? Prenons l'exemple d'un avion de ligne. Il se déplace à peu près à 960 km/h. Mais si la lumière se déplaçait à la vitesse d'une balle de revolver, quelle serait la vitesse de l'avion? Si l'on prend une échelle où la vitesse de la lumière est de 5000 km par heure et que l'avion se cale sur cette échelle, alors il lui faudra 1 minute pour parcourir 7 cm. Un avion F-15 peut atteindre la vitesse de Mach 2,5, c'est-à-dire plus de 2400 km par heure. Mais à notre échelle réduite, en 1 minute, il ne parcourrait que 17 cm. Et qu'en serait-il des balles d'armes à feu, justement? Considérons maintenant des balles de fusil à grande vitesse. Eh bien, elles parcourront à peu près 33 cm en 1 minute, si l'on prend une échelle où la lumière se déplace à 5000 km par heure. Dans la réalité, c'est la moitié de la vitesse de déplacement d'un escargot. Mais ce n'est pas tout. Dans le cosmos, la plupart des corps se déplacent à des vitesses qu'on a du mal à appréhender. Le mouvement, c'est la base de l'univers. On pourrait avoir l'impression d'être immobile, et c'est le cas si l'on prend le sol comme référentiel. Mais la Terre tourne autour du Soleil, le Soleil tourne autour du centre de notre galaxie, et notre galaxie aussi est en orbite à l'intérieur de notre groupe de galaxies. Et tous ces différents corps se déplacent à très grande vitesse. La Terre tourne autour du Soleil à une vitesse d'environ 100 000 km/h. À cette vitesse, il ne nous faudrait qu'1 heure pour faire plus de 2 fois le tour de la Terre. Notre Soleil tourne autour du centre de la Voie lactée à la vitesse de 777 000 km par heure. Et la
Voie lactée elle-même se déplace dans l'espace à plus de 2 millions de kilomètres par heure. Mais la lumière, elle, est encore 600 fois plus rapide que ça. Les faits sont donc là. Nous vivons au ralenti par rapport à la nature du cosmos. Aucune technologie moderne n'est comparable, même de loin, à la vitesse de la lumière. Si l'on voyage à la vitesse d'un avion de ligne, c'est-à-dire 1 million de fois plus lentement que la lumière, il nous faudrait à peu près 4 millions d'années pour nous rendre sur l'étoile la plus proche du Soleil. Si pour se rendre sur l'étoile la plus proche, il faut plus de temps qu'il ne s'en est écoulé depuis la naissance de l'humanité, comment, en tant qu'humain, pourrait-on vraiment comprendre la taille de notre propre galaxie? En réduisant les plus grosses planètes et les plus grosses étoiles, ainsi que la vitesse de la lumière, à une échelle plus compréhensible pour l'esprit humain, nous commençons enfin à mieux imaginer l'immensité du cosmos. Mais serait-il possible de procéder de la même façon pour les distances interstellaires, des distances qui dépassent totalement l'entendement? Bien que les scientifiques mesurent ces distances interstellaires en années-lumière, ces chiffres ne nous aident pas vraiment à concevoir la nature immense du paysage galactique. Nous allons donc réduire tout cela à une autre échelle, une échelle où une année-lumière correspond à 1 kilomètre. À cette échelle, notre Soleil n'est pas plus gros qu'un grain de sable. Nous avons calculé le nombre de grains de sable ou d'étoiles que contiendrait notre galaxie. Le nombre d'étoiles dans la Voie lactée est à peu près le même que le nombre de grains de sable dans ce coffre. C'est-à-dire plus de 100 milliards d'étoiles. Si une année-lumière équivaut à 1 kilomètre, où se trouve l'étoile la plus proche? Si l'on place le Soleil à l'observatoire Griffith à Los Angeles, où travaille l'astronome Laura Donnelly, le grain de sable le plus proche se trouverait à Hollywood, à 6,4 km de là. Pour arriver à repérer un grain de sable en pleine ville à plus de 6 km, nous allons utiliser des miroirs dont les reflets portent loin. Aaron et Johnny ont chacun un miroir et vont envoyer des signaux pour nous aider à nous rendre compte de la distance de l'étoile la plus proche. J'emporte donc quelques étoiles à Hollywood. Voilà, Stan et Aaron, vous êtes prêts? Vous allez rester ici à l'observatoire Griffith pour représenter le Soleil. Johnny et moi, on va à Hollywood. C'est bon? C'est parti. Super, allons-y. Le plus proche voisin stellaire de notre Soleil n'est pas une étoile unique, mais un groupe de 3 étoiles. 2 d'entre elles, Alpha Centauri A et B, sont en orbite l'une autour de l'autre et ont à peu près la même taille que le Soleil. La troisième, Proxima Centauri, est une naine rouge. Elle brille peu et ne fait que 10% de la taille de ses sœurs. Je me trouve ici au sommet d'un toit à Hollywood, à environ 6 km de l'observatoire Griffith qu'on voit là-bas au fond. Dans ma main, j'ai un sachet plein d'étoiles. Je vais sortir 3 grains de sable. 1, 2, 3. Je n'ai pas besoin du reste. Ils représentent les 3 étoiles les plus proches. Proxima Centauri est la plus proche des 3, et à l'échelle qu'on a adoptée, elle devrait se trouver à 2 mètres derrière moi, donc je la jette à sa place. Alpha Centauri A et Alpha Centauri B, à notre échelle, sont séparés de 60 cm, tandis que notre Soleil se trouve à 6 km d'ici, à l'observatoire Griffith. Vu d'ici, le grain de sable représentant notre Soleil est indétectable. C'est là qu'on a besoin des miroirs. Nous sommes ici sur Alpha Centauri, et il faut qu'on repère le Soleil. Je vais appeler Stan pour qu'il nous montre où il est. Oui, c'est Stan. Salut Stan. Dis, on ne voit pas le Soleil. Tu pourrais nous envoyer un rayon? Pas de problème, je t'envoie du soleil. Je ne vois toujours rien. Ah, le voilà. On le voit. Ça brille fort. Regarde-moi ça, c'est dingue. Merci Stan. On va te montrer la lumière d'Alpha Centauri. Oui, ça y est, on la voit. Super, on l'a vu. Ils l'ont vu. C'est génial. Le Soleil a vu Alpha Centauri.
Dans notre région de la Voie lactée, la distance standard entre les étoiles est de 3 à 5 années-lumière. En représentant les étoiles par des grains de sable, il en tiendrait 20 dans une ville comme Los Angeles. Mais si l'on trouvait des étoiles regroupées plus proches de la Terre, notre environnement cosmique deviendrait un endroit très dangereux pour la vie telle qu'on la connaît. Il y aurait des explosions de supernovas, ce qui brûlerait entièrement notre atmosphère. Et puis, si une autre étoile passait trop près du Soleil, les orbites planétaires seraient complètement perturbées. Certaines planètes pourraient être éjectées hors de leur orbite et partir loin dans l'espace interstellaire. S'il n'y avait pas cette distance immense entre les étoiles, on n'existerait sans doute même pas. En réduisant la valeur d'une année-lumière, on arrive à se représenter les étoiles dans un contexte plus clair. Mais peut-on procéder de la même façon pour essayer d'appréhender les dimensions presque infinies de l'univers en lui-même? La Voie lactée mesure 100 000 années-lumière de bout en bout. Et la galaxie la plus proche se trouve très très loin. La distance qui nous sépare de la galaxie spirale la plus proche de la nôtre, la galaxie d'Andromède, se trouve environ à 2,5 millions d'années-lumière d'ici. Il faudrait aligner 25 voies lactées pour atteindre Andromède. Pour rendre tout cela plus concret, rapportons les galaxies à la taille de grands centres urbains sur le territoire américain. On représente parfois les galaxies comme des grandes villes, et c'est une analogie assez pertinente. Si l'on représente la Voie lactée à la taille de la métropole de Los Angeles, c'est-à-dire environ 160 km, alors Andromède se situerait à New York. Entre les deux, on trouve une partie de ce que les astronomes appellent le groupe local de galaxies. Dans le groupe local, les deux membres les plus importants sont la Voie lactée, notre galaxie, et la galaxie d'Andromède. Il y a aussi une plus petite galaxie spirale du nom de M33. Et puis il y a également quelques galaxies naines, qui ne contiennent pas plus de 100 millions d'étoiles. Mais même avec d'immenses distances pour séparer ces galaxies du groupe local, notre Voie lactée n'est pas à l'abri. Andromède et M33 se dirigent toutes les deux vers la Voie lactée. D'ici quelques milliards d'années, elles devraient même passer tout près. À l'échelle cosmique, le risque de collision semble catastrophique. Mais en fait, les étoiles dans l'espace sont si éloignées les unes des autres qu'elles se croiseront sans conséquences graves. Si les humains survivent jusque-là, ils remarqueront à peine cette rencontre des galaxies depuis la Terre. Au bout de quelques milliards d'années, ces galaxies n'en feront plus qu'une. La Voie lactée qu'on connaît cessera d'exister. Mais en attendant, même les distances les plus courtes entre les galaxies du groupe local dépassent nos capacités de compréhension. En outre, nos voisins galactiques ne représentent qu'une minuscule partie de notre immense cosmos. Dans la partie observable de l'univers, il y a environ 100 milliards de galaxies comportant chacune des milliards d'étoiles. Si les galaxies du cosmos étaient dispersées comme des villes sur le territoire américain, alors pour approcher la taille de l'univers observable, il faudrait que les États-Unis soient assez vastes pour recouvrir 500 fois la surface de la Terre. En réduisant l'univers à une échelle humaine, on peut arriver à mieux envisager sa taille. Mais évidemment, la réalité est bien différente. L'immensité de l'univers nous donne une impression de petitesse extrême. Nous sommes minuscules par rapport au système solaire, qui est minuscule par rapport à la galaxie, et qui est minuscule par rapport à l'univers. Nous sommes certes minuscules, mais pas insignifiants. Nous sommes les seules créatures connues à avoir l'esprit, la curiosité et l'intelligence de réfléchir à l'univers. Et en un sens, nous sommes les créatures qui permettons à l'univers de se connaître lui-même.
aucune technologie moderne n'est comparable, même de loin, à la vitesse de la lumière. Si l'on voyage à la vitesse d'un avion de ligne, c'est-à-dire 1 million de fois plus lentement que la lumière, il nous faudrait à peu près 4 millions d'années pour nous rendre sur l'étoile la plus proche du Soleil. Si pour se rendre sur l'étoile la plus proche, il faut plus de temps qu'il ne s'en est écoulé depuis la naissance de l'humanité, comment, en tant qu'humain, pourrait-on vraiment comprendre la taille de notre propre galaxie? En réduisant les plus grosses planètes et les plus grosses étoiles, ainsi que la vitesse de la lumière, à une échelle plus compréhensible pour l'esprit humain, nous commençons enfin à mieux imaginer l'immensité du cosmos. Mais serait-il possible de procéder de la même façon pour les distances interstellaires, des distances qui dépassent totalement l'entendement? Bien que les scientifiques mesurent ces distances interstellaires en années-lumière, ces chiffres ne nous aident pas vraiment à concevoir la nature immense du paysage galactique. Nous allons donc réduire tout cela à une autre échelle, une échelle où une année-lumière correspond à 1 km. À cette échelle, notre Soleil n'est pas plus gros qu'un grain de sable. Nous avons calculé le nombre de grains de sable ou d'étoiles que contiendrait notre distance. Allons-y. 1 mètre, 2 mètres. Je continue, j'arrive à 3 mètres, je recule encore. 5 mètres. Je dois encore reculer. Et voilà, 6 mètres 40. Voici la distance entre la Terre et la Lune à l'échelle des deux objets. À 370 000 km de la Terre, le trajet jusqu'à la Lune nous est désormais familier grâce aux missions Apollo. C'est l'une des rares distances spatiales que l'on est en mesure d'appréhender assez facilement. Grâce aux 6 alunissages pratiqués dans l'histoire, on a appris que le temps de trajet est d'un peu plus de 3 jours. Ce trajet lunaire fait donc désormais partie du savoir collectif. Mais au-delà de la Lune, le système solaire s'étend sur des distances si immenses que notre esprit limité n'est pas à la hauteur de la tâche. Mais que se passerait-il si l'on pouvait rapporter toutes les planètes à la taille de la Terre? On peut rapidement se sentir submergé face aux tailles, aux distances et aux vitesses que l'on trouve dans l'univers. 30 années-lumière de la Terre. Si elle se trouvait à la même distance que Sirius, elle apparaîtrait 15 fois plus lumineuse. Encore 2 fois plus grosse qu'Epsilon Canis Majoris, Dubhe est une étoile géante, située au bout de la Grande Ourse, à 120 années-lumière d'ici. Super! Ce ballon est encore plus énorme. Quel est son diamètre? Voyons voir. 6 mètres 40. 6 mètres 40, c'est-à-dire 30 fois la taille de ma boule de bowling. Ça correspond à l'étoile Dubhe. Dubhe est différente des autres étoiles qu'on a vues. C'est ce qu'on appelle une géante rouge. Elle a une couleur orangée car elle est moins chaude que les étoiles bleues ou blanches qu'on a vues avant. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il existe des étoiles encore plus grosses, que l'on ne peut même pas représenter dans ce hangar. Voici où il a fallu placer Aldébaran, une étoile monstrueuse connue depuis l'Antiquité, qui était autrefois signe de richesse et d'honneur. Ce ballon mesure près de 10 mètres de diamètre. C'est à peu près 45 fois plus gros que cette boule de bowling qui représente le Soleil. Ce ballon représente l'étoile Aldébaran, une géante rouge de la constellation du Taureau. Elle se situe à 65 années-lumière de la Terre et sa vraie couleur est orange. Mais même les plus gros ballons ne suffisent pas à représenter les plus grosses étoiles de la galaxie. dans ce coffre. C'est-à-dire plus de 100 milliards d'étoiles. Si une année-lumière équivaut à 1 km, où se trouve l'étoile la plus proche? Si l'on place le Soleil à l'observatoire Griffith, à Los Angeles, où travaille l'astronome Laura Donnelly, le grain de sable le plus proche se trouverait à Hollywood, à 6,4 km de là.
Pour arriver à repérer un grain de sable en pleine ville à plus de 6 km, nous allons utiliser des miroirs dont les reflets portent loin. Aaron et Johnny ont chacun un miroir et vont envoyer des signaux pour nous aider à nous rendre compte de la distance de l'étoile la plus proche. J'emporte donc quelques étoiles à Hollywood. Voilà, Stan, Aaron, vous êtes prêts? Vous allez rester ici à l'observatoire Griffith pour représenter le Soleil. Johnny et moi, on va à Hollywood. C'est bon? C'est parti. Super, allons-y. Le plus proche voisin stellaire de notre Soleil n'est pas une étoile unique, mais un groupe de 3 étoiles. 2 d'entre elles, Alpha Centauri A et B, sont en orbite l'une autour de l'autre et ont à peu près la même taille que le Soleil. La troisième, Proxima Centauri, est une naine rouge. Elle brille peu et ne fait que 10% de la taille de ses sœurs. Correspond à la taille du Soleil tel qu'on le voit dans le ciel depuis la Terre. On a cette petite bille bleue qui représente la Terre et à environ 6 cm, une bille encore plus petite pour représenter la Lune. Souvenez-vous, à une échelle différente, la Terre ayant la taille d'un ballon de basket, la Lune se trouvait à une distance de 6,40 m. Cette fois, pour s'adapter au système solaire entier, il a fallu réduire cette distance à quelques centimètres seulement. Cette distance minuscule entre la Terre et la Lune, c'est la limite de l'exploration spatiale par l'humain à ce jour. Même si l'on espère aller beaucoup plus loin dans les années à venir. Sur notre modèle réduit du système solaire, Mars est encore 15 mètres plus loin que la Terre, c'est-à-dire 227 millions de kilomètres du Soleil. Au-delà de Mars, les distances deviennent de plus en plus vertigineuses. On arrive sur Jupiter. On est à 155 mètres du Soleil. On est 3 fois plus loin du Soleil que ne l'est Mars. Avec de telles distances entre des billes aussi petites, il est incroyable qu'on arrive à voir les autres planètes depuis la Terre. Ce que ça nous montre, c'est que le Soleil est extrêmement lumineux, au point que sa lumière puisse atteindre ces planètes lointaines, que leur surface la renvoie et revienne jusqu'à la Terre pour qu'on les voie. Allez, en route pour ça. Plus de 100 milliards d'étoiles. Si une année-lumière équivaut à 1 km, où se trouve l'étoile la plus proche? Si l'on place le Soleil à l'observatoire Griffith à Los Angeles, où travaille l'astronome Laura Donnelly, le grain de sable le plus proche se trouverait à Hollywood, à 6,4 km de là. Pour arriver à repérer un grain de sable en pleine ville à plus de 6 km, nous allons utiliser des miroirs dont les reflets portent loin. Aaron et Johnny ont chacun un miroir et vont envoyer des signaux pour nous aider à nous rendre compte de la distance de l'étoile la plus proche. J'emporte donc quelques étoiles à Hollywood. Voilà, Stan, Aaron, vous êtes prêts? Vous allez rester ici à l'observatoire Griffith pour représenter le Soleil. Johnny et moi, on va à Hollywood. C'est bon? C'est parti. Super, allons-y. Le plus proche voisin stellaire de notre Soleil n'est pas une étoile unique, mais un groupe de 3 étoiles. 2 d'entre elles, Alpha Centauri A et B, sont en orbite l'une autour de l'autre et ont à peu près la même taille que le Soleil. La troisième, Proxima Centauri, est une naine rouge. Elle brille peu et ne fait que 10% de la taille de ses sœurs. Je me trouve... La reine des planètes, et non sans raison. Sa masse est de plus de 1,8 octillons de kilos, c'est-à-dire un 18 suivi de 26 zéros. Autrement dit, il faudrait 300 planètes Terre pour atteindre la masse de Jupiter. Mais même Jupiter est d'une taille dérisoire comparé au Soleil. Le Soleil est de loin le corps le plus massif de notre système solaire. Il est environ 1000 fois plus gros que Jupiter, qui est la plus grosse planète. Pour vous donner un ordre de grandeur, cette voiture derrière moi pèse environ 1000 kilos, et cette petite voiture en pèse 1. C'est la même différence qu'entre Jupiter et le Soleil. La différence est écrasante, comme le prouve très clairement la voiture d'une tonne.
Mais n'oublions pas que nous sommes à un spectacle de Monster Trucks. Et la voiture qui représente notre Soleil pourrait vite regretter d'avoir fait du mal à la petite Jupiter. Le Soleil est le corps le plus massif de notre système solaire, mais pas l'étoile la plus grosse de notre galaxie. Il existe beaucoup d'étoiles bien plus imposantes que lui. Pour se rendre compte de la différence entre le Soleil et une étoile plus grosse, nous retrouvons la voiture d'1 tonne pour représenter le Soleil et un Monster Truck de 3 tonnes pour représenter une étoile située à 64. Il existe des étoiles encore plus grosses que l'on ne peut même pas représenter dans ce hangar. Voici où il a fallu placer Aldébaran, une étoile monstrueuse connue depuis l'Antiquité qui était autrefois signe de richesse et d'honneur. Ce ballon mesure près de 10 mètres de diamètre. C'est à peu près 45 fois plus gros que cette boule de bowling qui représente le Soleil. Ce ballon représente l'étoile Aldébaran, une géante rouge de la constellation du Taureau. Elle se situe à 65 années-lumière de la Terre et sa vraie couleur est orange. Mais même les plus gros ballons ne suffisent pas à représenter les plus grosses étoiles de la galaxie. Bételgeuse, par exemple, est une autre étoile de la constellation d'Orion. Située à 650 années-lumière de nous, elle fait plus de 1000 fois la taille du Soleil. Bételgeuse est tellement grande qu'à la place du Soleil, son diamètre atteindrait l'orbite de Jupiter. Donc, les 8 planètes du système solaire seraient soit détruites, soit bien trop chaudes pour être habitables. Mais la plus grosse étoile connue porte le nom de VY Canis Majoris. D'après les estimations, son diamètre est 2000 fois plus grand que celui du Soleil. C'est vraiment une étoile gargantuesque. Dans ce coffre. C'est-à-dire plus de 100 milliards d'étoiles. Si une année-lumière équivaut à 1 kilomètre, où se trouve l'étoile la plus proche? Si l'on place le Soleil à l'observatoire Griffith, à Los Angeles, où travaille l'astronome Laura Donnelly, le grain de sable le plus proche se trouverait à Hollywood, à 6,4 km de là. Pour arriver à repérer un grain de sable en pleine ville, à plus de 6 km, nous allons utiliser des miroirs dont les reflets portent loin. Aaron et Johnny ont chacun un miroir et vont envoyer des signaux pour nous aider à nous rendre compte de la distance de l'étoile la plus proche. J'emporte donc quelques étoiles à Hollywood. Voilà, Stan, Aaron, vous êtes prêts? Vous allez rester ici à l'observatoire Griffith pour représenter le Soleil. Johnny et moi, on va à Hollywood. C'est bon? C'est parti. Super, allons-y. Le plus proche voisin stellaire de notre Soleil n'est pas une étoile unique, mais un groupe de 3 étoiles. 2 d'entre elles, Alpha Centauri A et B, sont en orbite l'une autour de l'autre et ont à peu près la même taille que le Soleil. La troisième, Proxima Centauri, est une naine rouge. Elle brille peu et ne fait que 10% de la taille de ses sœurs. À cette échelle, notre Soleil n'est pas plus gros qu'un grain de sable. Nous avons calculé le nombre de grains de sable ou d'étoiles que contiendrait notre galaxie. Le nombre d'étoiles dans la Voie lactée est à peu près le même que le nombre de grains de sable dans ce coffre. C'est-à-dire plus de 100 milliards d'étoiles. Si une année-lumière équivaut à 1 kilomètre, où se trouve l'étoile la plus proche? Si l'on place le Soleil à l'observatoire Griffith, à Los Angeles, où travaille l'astronome Laura Donnelly, le grain de sable le plus proche se trouverait à Hollywood, à 6,4 km de là. Pour arriver à repérer un grain de sable en pleine ville, à plus de 6 km, nous allons utiliser des miroirs dont les reflets portent loin. Aaron et Johnny ont chacun un miroir et vont envoyer des signaux pour nous aider à nous rendre compte de la distance de l'étoile la plus proche. J'emporte donc quelques étoiles à Hollywood. Voilà, Stan, Aaron, vous êtes prêts? Vous allez rester ici à l'observatoire Griffith pour représenter le Soleil. Johnny et moi, on va à Hollywood. C'est bon? C'est parti. Super, allons-y. Le plus proche voisin stellaire de notre Soleil n'est pas une étoile unique, mais un groupe de 3 étoiles.
Deux d'entre elles, Alpha Centauri A et B, sont en orbite l'une autour de l'autre. À l'observatoire Griffiths. Vu d'ici, le grain de sable représentant notre Soleil est indétectable. C'est là qu'on a besoin des miroirs. Nous sommes ici sur Alpha Centauri et il faut qu'on repère le Soleil. Je vais appeler Stan pour qu'il nous montre où il est. Oui, c'est Stan. Salut Stan. Dis, on ne voit pas le Soleil. Tu pourrais nous envoyer un rayon? Pas de problème, je t'envoie du soleil. Je ne vois toujours rien. Ah, le voilà. On le voit. Ça brille fort. Regarde-moi ça, c'est dingue. Merci Stan. On va te montrer la lumière d'Alpha Centauri. Oui, ça y est, on la voit. Super, on l'a vu. Ils l'ont vu. C'est génial. Le Soleil a vu Alpha Centauri. Dans notre région de la Voie lactée, la distance standard entre les étoiles est de 3 à 5 années-lumière. En représentant les étoiles par des grains de sable, il en tiendrait 20 dans une ville comme Los Angeles. Mais si l'on trouvait des étoiles regroupées plus proches de la Terre, notre environnement cosmique deviendrait un endroit très dangereux pour la vie telle qu'on la connaît. Il y aurait des explosions de supernovas, ce qui brûlerait entièrement notre atmosphère. The title of the paper that's being released today in Nature Geoscience. And this is a little animated GIF that shows you the time sequence of these features. So on the left is a black and white image. This is Pallikier Crater, and it's all along the north-facing and west-facing, and it shows where we have what we call fully confirmed RSL. As of a couple of years ago, this needs to be updated, but it's the same general pattern. There's 3 regions. This just shows Mars and its orbit around the Sun, and this is to explain a little bit about why we see these at different times in different places. So Mars is tilted on its axis about 25 degrees, very similar to Earth's tilt on its axis. So it remain in a liquid form until we hit negative 70 degrees Celsius, and will not start boiling until it is 24 degrees Celsius. And this is a little animated GIF that shows you the time sequence of these features. So on the left is a black and white image. This is Pallikier Crater, and it's all along the north-facing and west-facing, and this just shows Mars and its orbit around the Sun, and this is to explain a little bit about why we see these. This is the title of the paper that's being released today in Nature Geoscience. Shows where we have what we call fully confirmed RSL. As of a couple of years ago, this needs to be updated, but it's the same general pattern. There's 3 regions. Depuis que nous savons que la vie sur Mars a été possible, les scientifiques et les ingénieurs du monde entier se sont lancés un formidable défi. Envoyer des hommes explorer la planète Mars. Le début du XXIe siècle sera marqué par cette aventure unique dans l'histoire de l'humanité. Prêt à l'entrée sur Mars. Stand-by. 3, 2, 1. Ouverture du parachute. Largage du parachute de freinage. Moteurs principaux. 103%. 8000 mètres. Ceci ne sera bientôt plus de la science-fiction. Au cours de ce siècle, des êtres humains vont vraiment partir en expédition vers la planète Mars. 7, moins 10 mètres. Train d'atterrissage. Contact. Aujourd'hui sur Terre,
Le compte à rebours de l'expédition la plus héroïque du XXIe siècle, l'exploration de Mars par les hommes, vient d'être déclenché. Pour réaliser ce voyage, des défis gigantesques devront être surmontés. On doit inventer des nouveaux matériaux, faire preuve d'une audace technologique sans pareille, construire un vaisseau totalement nouveau, repousser les limites de la médecine et de la biologie et choisir des ambassadeurs de la planète Terre d'une trempe exceptionnelle. C'est peut-être la dernière grande aventure humaine qui reste à faire. Les risques que ces aventuriers vont prendre pour réaliser le rêve fou de l'exploration de la planète rouge sont considérables. Ces gens vont passer énormément de temps dans l'espace, sans espoir de ravitaillement ni de quelque secours que ce soit. Cette mission permettra peut-être d'élucider la question qui taraude l'humanité. Existe-t-il une vie extraterrestre? Se dire qu'on pourrait soulever une pierre sur Mars et trouver ça, ce serait fantastique. Voici l'histoire du voyage le plus audacieux jamais entrepris par l'humanité. L'exploration de la planète rouge a démarré il y a près d'un demi-siècle. Des dizaines de sondes orbitales et quelques robots de reconnaissance de la surface martienne ont été lancés. Mais les mystères de Mars sont coriaces. En 2003, l'Agence spatiale européenne a envoyé la sonde Mars Express, bourrée d'instruments sophistiqués et dotée d'une caméra stéréoscopique de haute résolution, faire un portrait beaucoup plus précis de la planète la plus proche de la Terre. Mars Express a permis de commencer une couverture globale de la planète en ce qui concerne l'imagerie de haute résolution en 3 dimensions et en couleur, chose qui ne s'est jamais faite jusqu'à présent. L'inspection de la topographie martienne avec ce niveau de précision jouera un rôle important dans le choix du site d'atterrissage, de même que la localisation de la présence d'eau. Grâce à un radar à bord de Mars Express, on a pu découvrir l'existence d'eau glacée sous la surface de Mars, jusqu'à des profondeurs de 4, 5, 6 km. On a fait aussi des découvertes en ce qui concerne l'atmosphère, sa composition chimique, la présence de méthane dans l'atmosphère, qu'on ne sait, à vrai dire, pas encore expliqué. Cette moisson de signes avant-coureurs de la vie, en provenance de la planète apparemment désolée, a permis de donner un nouvel élan à l'aventure spatiale. J'annonce aujourd'hui un nouveau plan d'exploration de l'espace. En janvier 2004, le président américain a fait une déclaration capitale pour les programmes spatiaux. Nous serons alors à même d'aborder les prochaines étapes dans l'exploration de l'espace, avec des missions habitées vers Mars et au-delà. Le président Bush s'est levé, il a dit « On va le faire, les gars. Je mets en œuvre mon pouvoir présidentiel, et je décide qu'on va le faire. » Et l'effet sur la NASA a été considérable. Ce sera la plus importante entreprise scientifique de toute l'histoire. Dans le monde entier, des ingénieurs étudient déjà comment transporter des hommes jusqu'à Mars. Un sérieux casse-tête lorsque l'on sait que le voyage aller et retour durera près d'1 an. Car lorsque la position de Mars est au plus proche de celle de la Terre, 60 millions de kilomètres les séparent. Transporter sur Mars une équipe de 6 personnes avec les vivres et tous les équipements requis constitue un énorme défi technologique. C'est celui du Dr James Garvin, responsable du programme d'exploration de Mars à la NASA. Mars est de 1500 à 2000 fois plus éloigné de nous que la Lune. La quantité de matériel dont on aura besoin pour y aller et en revenir pèse plus que la Station spatiale internationale. Encore faut-il être à même de déplacer une entité de cette taille. 110 tonnes d'eau, 20 tonnes de nourriture lyophilisée, en tout 520 tonnes de fournitures. Aucune fusée n'est capable pour le moment d'arracher à l'attraction terrestre une masse pareille. Pour réaliser ce voyage, les ingénieurs empruntent beaucoup au scénario visionnaire que Wernher von Braun avait développé dans les années 50.
Notamment, l'idée de recourir à de multiples lancements pour acheminer sur l'orbite terrestre les éléments du vaisseau de transfert martien avant de l'assembler et de l'envoyer vers Mars. Mais aujourd'hui, il faut d'abord développer un lanceur d'une puissance jamais encore atteinte. Le véhicule de lancement est la clé d'une expédition vers Mars, car c'est une mission qui met en œuvre une masse très importante. Une nouvelle génération de lanceurs, baptisée Ares, est développée par la NASA. Paul Delaney est professeur de physique et d'astronomie au Canada. Ares sera le pivot de toute l'opération pour acheminer tous les composants dans l'espace au cours de la préparation du voyage vers Mars. Si Ares ne fonctionne pas bien, alors nous n'irons pas sur Mars. L'étape suivante consistera à construire en orbite le futur vaisseau martien. Des astronautes, aidés par des robots, mettront des mois à assembler ce gigantesque mécano. Lorsque le plus grand véhicule de transfert interplanétaire jamais construit sera terminé, 6 astronautes le rejoindront avant d'entamer leur long voyage vers Mars. Conquérir la planète rouge est un projet qui a une longue histoire en Russie. Leur plus puissant groupe aérospatial, Energia, a conçu un véhicule spatial réutilisable à l'image de la navette américaine. Il s'appelle Clipper. C'est le dernier fleuron de l'aéronautique russe, un pari technologique pour transformer l'espace en banlieue de la Terre. Clipper est doté des caractéristiques de navigation de base, mais comme il a des ailes, c'est un planeur. L'atterrissage sera comparable à celui d'un ULM. Le vaisseau Clipper est destiné à transporter des cosmonautes et des charges en orbite terrestre et à s'arrimer au vaisseau spatial interplanétaire. Ce vaisseau existe déjà à l'état de maquette. Il a été construit sous la direction de Leonid Gorshkov. Les techniciens russes peuvent s'appuyer sur une expérience unique en aéronautique, acquise pendant près de 40 ans de vols habités. Les stations orbitales sont les prédécesseurs du véhicule martien. Le véritable vaisseau spatial sera plus grand, mais les structures portantes, les arbres et la forme seront les mêmes. Les Russes ont de longue date adopté le scénario de Werner von Braun. Eux aussi assembleront leur vaisseau martien dans l'espace après l'avoir acheminé en pièces détachées grâce à plusieurs lancements. Des quantités colossales de nourriture, d'équipements et de fournitures suivront à bord d'autres fusées. On dit qu'une malédiction plane sur les missions vers la planète rouge. 2 tiers d'entre elles ont échoué. L'échec d'une mission habitée entraînerait la mort de 6 astronautes, un risque que personne ne veut courir. Aujourd'hui, la recherche scientifique et technologique nécessaire à l'exploration de Mars requiert de tels investissements que de nombreux projets sont développés conjointement par plusieurs agences spatiales. Je pense que cela va donner lieu à une véritable coopération internationale. Je ne crois pas qu'un pays, à lui seul, ait les moyens financiers ou techniques de faire cavalier seul. Ce serait de la pure folie que de vouloir faire bande à part. C'est une très bonne chose que la course entre les 2 superpuissances de l'espace, la Russie et les États-Unis, continue. C'est une tendance naturelle que de vouloir être le premier. Une vision que l'énormité des investissements en jeu doit tempérer, selon Didier Schmidt, qui dirige le département sciences de la vie à l'Agence spatiale européenne. Pour les agences spatiales qui vont essayer de contribuer à cette exploration,
Nous essayons de travailler ensemble le plus possible, d'avoir le plus d'échanges et même d'avoir une certaine façon de nous rendre interdépendants, puisqu'il y a certaines agences qui sont plus fortes dans un domaine, d'autres dans l'autre. Après avoir remporté la course à la Lune, la NASA a abandonné les vols habités. La dernière mission lunaire remonte à 1972, mais dans la perspective de l'exploration martienne, elle envisage d'y établir un habitat permanent. La Lune est très différente de Mars. Il n'y a pas d'atmosphère. Le sol lunaire est très agressif, c'est comme de la poussière de verre. Mais les opérations développées sur la Lune vont servir pour les opérations pour Mars. On pose d'abord l'habitat ou l'équipage, dans quel ordre on effectue les opérations de SAS, est-ce qu'on cherche plutôt un coin à l'ombre, est-ce qu'on s'enterre en partie. Toutes ces questions à caractère opérationnel sont intéressantes et on peut les résoudre sur la Lune avant d'aller vers Mars. Mais le choix de la fenêtre de tir sera déterminant pour la réussite de la mission. Tout cela est d'une précision inimaginable. On pourrait comparer ça à l'idée d'enfiler une aiguille sur la côte ouest des États-Unis depuis la côte est. Mars et la Terre sont en rotation autour du Soleil, à des vitesses et sur des orbites différentes. Le véhicule martien devra viser une cible mouvante éloignée de dizaines de millions de kilomètres. À l'Agence spatiale européenne comme dans les autres agences, on cherche à établir la meilleure trajectoire possible. Loredana Besson, ingénieure aérospatiale, dirige une équipe chargée de cette question cruciale. Pour faire simple, ce sera soit un saut de puce, soit un très long séjour. Comme nous le savons, le choix de la trajectoire déterminera la mission, car c'est lui qui dictera la durée du séjour dans l'espace. Il y a deux possibilités. La première, partir pour Mars quand elle se trouve au plus proche de la Terre, c'est-à-dire environ 60 millions de kilomètres. C'est l'option qui demande le moins de carburant, or le carburant est lourd et c'est là un point positif. L'inconvénient, c'est que les astronautes ne pourront pas rentrer avant que Mars et la Terre soient à nouveau proches l'une de l'autre. Autrement dit, ils devront passer 18 mois sur la planète rouge. Ils devront attendre que la mécanique céleste se réaligne, si j'ose dire. Il faut que la Terre et Mars soient au bon endroit au bon moment pour que le véhicule puisse s'en retourner en toute sécurité vers la Terre. Et il y a la deuxième possibilité, une mission plus courte, mais plus risquée. Le vaisseau spatial frôle Vénus et se sert de la gravité de la planète comme d'un lance-pierre, afin d'économiser du carburant. Mais le créneau qui permet de se caler sur Vénus est très bref. Si les astronautes le manquent, ils ne reviendront jamais. Il n'y a rien qui nous ramènera sur Terre. Les planètes se déplacent trop vite et nos fusées sont trop petites. À l'ESA, on pense que la deuxième option est trop risquée. Les astronautes devront donc passer 18 mois sur Mars sans pouvoir modifier la date de leur retour. 2, 1, and liftoff of Space Shuttle Discovery, beginning America's... La première phase de toutes les missions, le décollage, est essentielle. C'est la poussée développée par le lanceur qui arrache la fusée à l'attraction terrestre. Les moteurs qui permettent cette poussée utilisent la propulsion chimique et consomment des tonnes de carburant. Or, dans l'espace, le poids est l'ennemi numéro 1. Stan Borowski, ingénieur à la NASA, travaille sur un système de propulsion nucléaire qui offrirait l'avantage d'éliminer les problèmes de masse causés par les propulseurs conventionnels. L'avantage du nucléaire, c'est qu'il est 2 fois plus performant que les meilleures fusées à propulsion chimique. C'est-à-dire qu'il faut moins de carburant et moins de lanceurs lourds. Sur le papier, l'hypothèse est séduisante. Moins de rotation entre la Terre et l'orbite où on doit assembler le vaisseau représente beaucoup d'économies. Si on envisage une exploration spatiale durable, la propulsion nucléaire représente sur le long terme une solution plus efficace, surtout si l'on veut ouvrir le système solaire à l'humanité. Mars 1, prêt pour injection transmartienne. Reçu. Prêt pour la mise à feu. Quelques jours après avoir quitté l'orbite terrestre,
le premier équipage en route pour Mars dépassera la frontière, au-delà de laquelle jamais aucun être humain ne s'est aventuré. Les astronautes qui étaient sur la Lune n'étaient qu'à quelques heures de la Terre si, à un moment donné, ils devaient interrompre leur mission et décider de rentrer. Mais on ne peut pas, en partance vers Mars, au milieu du voyage, se dire « j'arrête, je fais demi-tour là, maintenant, et je commence à prendre de la vitesse pour revenir ». C'est pas possible. Si la moindre panne survient, l'équipage disparaîtra à tout jamais dans les profondeurs de l'espace. L'histoire de l'exploration spatiale est marquée par plusieurs tragédies. Celle survenue à la navette spatiale Challenger en 1986 a frappé tous les esprits. On a vu malheureusement 2 accidents de la navette américaine. C'est une réalité. Plus la technologie avance, plus les choses sont compliquées. Une mission martienne est extrêmement compliquée. Plus on ajoute des tout petits risques un peu partout, mais quand vous les mettez ensemble, grosso modo, on admet aujourd'hui qu'un risque d'aller-retour sur Mars est entre 1 et 2%. Ça n'est pas négligeable, mais c'est exactement le risque que prennent tous les pilotes de chasse tous les jours quand ils vont aller faire leurs exercices. De nombreux astronautes ont payé de leur vie l'exploration de l'espace. Et les experts redoutent que l'aventure vers Mars connaisse elle aussi des tragédies. Rétrospectivement, on peut estimer qu'Apollo avait une chance sur 10 de réussir. Dans le cas d'une mission martienne, ce sont plutôt les probabilités d'échec qui sont de 1 sur 10, voire 1 sur 5. La durée du voyage vers Mars représente à elle seule un facteur de risque inédit. Plus vous restez longtemps dans l'espace, plus le risque d'avoir à un moment donné la météorite qui fait un trou dans la coque du vaisseau est important, plus le risque de panne est élevé. Une voiture, elle finit par tomber en panne au bout d'un moment. C'est pareil dans l'espace. Cependant, l'un des plus grands dangers qui guettent la mission est lié au confinement et à la promiscuité auxquels seront soumis les astronautes pendant l'expédition. 6 personnes réussiront-elles à partager un tout petit espace pendant plus de 1000 jours sans risquer la crise de nerfs? Le témoignage de Jerry Linenger, qui a passé 5 mois à bord de la station Mir, n'est pas complètement rassurant. Pendant la période que j'ai passée sur Mir, ça a été un choc de constater combien je me suis senti isolé, coupé du monde, seul avec moi-même, et aussi de me rendre compte à quel point j'étais vulnérable. On nous demande des performances de haut niveau, mais le côté psychologique ne cesse de vous miner. J'ai vu de sérieux problèmes psychologiques se développer. L'ennui sera aussi au menu des astronautes au cours de leur voyage vers Mars. Les jours se succèdent avec leurs procédures routinières et leurs inévitables exercices physiques. Comment conserver l'équipage parfaitement concentré et parfaitement opérationnel? Dans un vaisseau martien qui part pour très longtemps, très loin, il faut inclure un simulateur. Et régulièrement, l'équipage aura une séance de simulation. Alors un jour, ce sera la rentrée sur Mars. Le jour suivant, ce sera la mise en place de l'habitat. Le jour suivant, ce sera les sorties sur Mars par réalité virtuelle. L'équipage revivra à l'avance, régulièrement, les tâches critiques qui l'attendent 6 mois plus tard ou 10 mois plus tard. Les Russes ont développé des batteries de test pour éprouver la résistance psychologique de leurs cosmonautes. Celui-ci, privé de sommeil pendant 3 jours, est soumis au rythme de tâches répétitives 24 heures sur 24. Mais la question cruciale selon les experts, c'est surtout la compatibilité des profils des membres de l'équipage. Si l'on peut résoudre le problème de réunir un équipage idéal, la mission martienne sera couronnée de succès. Si nous commettons une erreur, surgiront des conflits qui tueront l'équipage aussi sûrement qu'une maladie. Parmi les rares situations analogues sur Terre, il y a les missions scientifiques qui se déroulent en Antarctique. La station franco-italienne Concordia combine plusieurs caractéristiques intéressantes. L'isolement dans un milieu hostile et une équipe restreinte de scientifiques confinés pendant plus de 12 mois. Dans aucune base antarctique aujourd'hui, on a une telle analogie avec les missions martiennes, puisque cette base-là est à 1200 km des côtes. Elle est sur un plateau qui s'élève donc à 3250 mètres d'altitude. Et l'avantage aussi, c'est que pendant 9 mois, cette base est inaccessible. Les astronomes, les climatologues et les plombiers de la base Concordia vont donc jouer le rôle de cobayes pour les psychologues de l'Agence spatiale européenne.
Pour nous, c'est intéressant parce que tous les ans, on va changer les équipages. Et au bout de 20 ans, on aura beaucoup de recul pour savoir quels sont les profils psychologiques qui sont les meilleurs, qui sont adaptés à la vie en communauté sur la longue durée dans des environnements extrêmement confinés. Si les menaces d'ordre psychologique sont sérieuses, les conséquences d'un aussi long séjour en apesanteur sont dévastatrices pour le corps. Les os se fragilisent et les muscles s'affaiblissent de façon spectaculaire. Un homme de 40 à 45 ans faisant l'aller-retour sur Mars reviendrait avec l'ossature d'un individu de 90 ans. L'apesanteur a des conséquences extrêmement néfastes sur le squelette des astronautes. Sur un mois, on a à peu près une perte osseuse d'environ 1%, ce qui est un phénomène qui ne ralentit pas. C'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, vous aurez 6% de masse osseuse en moins. Ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est que la microstructure de l'os change, ce qui fait qu'au bout de 6, 7, 8 mois, on a un réel risque de ce qu'on appelle les fractures de fatigue. Des contre-mesures devront être élaborées pour maintenir les os dans un état suffisamment solide. Mais il faudra aussi lutter contre les effets qui affectent les muscles. Et d'après Jerry Linenger, qui a passé 132 jours à bord de la station Mir, les conséquences sont là aussi redoutables. Ça m'a fait un choc quand je me suis rendu compte que j'avais perdu 65% de ma force et 13 à 14% de ma masse osseuse au niveau des membres inférieurs. Le moyen le plus efficace de lutter contre les méfaits de l'apesanteur consiste à créer de la gravité artificiellement dans le vaisseau. Stan Borowski planche sur une solution, mettre le vaisseau en rotation dans l'espace comme une hélice. Après la mise à feu primaire pour s'arracher à l'attraction terrestre, on largue le réservoir à combustible. Alors on positionne le véhicule en se servant des petits propulseurs situés à l'arrière et à l'avant du vaisseau pour le faire tourner comme l'hélice d'un avion. Ce faisant, nous pourrions créer une gravité artificielle pour l'équipage. Sans recréer la gravité artificielle à bord d'un vaisseau, on ne peut pas pallier à tous les effets secondaires et tous les effets néfastes sur l'équipage du point de vue de la santé. C'est essentiel de refaire au moins la gravité 1G, sinon plus. Les dégâts causés par l'apesanteur sont bien plus faciles à maîtriser que les menaces qui planent à l'extérieur du vaisseau spatial. Tout particulièrement les énormes tempêtes solaires et le rayonnement cosmique. Ces deux sources de radiation risquent de provoquer des dégâts considérables chez les astronautes qui vont transiter pendant près d'1 an dans l'espace. Leurs corps seront littéralement bombardés par une variété de projectiles invisibles. Alors, les radiations, c'est très souvent soit des ondes électromagnétiques ou alors des particules à très haute vitesse qui vont casser des fragments de gènes, qui vont même casser complètement des chromosomes en fonction de la vitesse et donc de la matière initiale qui va arriver dans une cellule. Dans les quelques jours qui suivent, vous allez être à l'agonie, vous allez avoir énormément de problèmes de santé et jusqu'à la mort. C'est inéluctable avec certaines doses. Pour Jeffrey Hoffman, ex-astronaute, la solution est une idée tout droit sortie des romans de science-fiction. Envelopper le véhicule martien dans un champ de force. La radiation existe. Le corps humain n'aime pas ça. Si nous voulons devenir un jour une civilisation voyageant dans l'espace, une protection contre les rayons devra faire partie de l'équation. Quels seront les candidats prêts à affronter les dangers de cette nouvelle aventure spatiale? Des pilotes de chasse comme autrefois? Pas sûr qu'un accro à l'adrénaline ait le profil requis pour une mission d'exploration de 2 ans et demi. Les premiers équipages iront là où l'homme n'est jamais allé auparavant. Donc ce seront plus des explorateurs que des opérateurs. Ils devront être opérateurs forcément pour savoir gérer leur vaisseau, pour savoir le mettre en œuvre, savoir contrôler certains processus de régulation, de température, de pression, etc. La plupart des agences spatiales comptent envoyer des équipages mixtes pour cette odyssée au long cours. Un équipage comptant des femmes est presque unanimement considéré comme plus stable. Et les relations sexuelles entre astronautes ne font plus peur aux responsables des missions depuis longtemps. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Laissez donc faire ces gens qui disposent des compétences nécessaires et les autres problèmes se régleront d'eux-mêmes. Une dernière menace plane sur la stabilité émotionnelle des astronautes.
bien des choses peuvent se produire sur Terre au cours de leurs 2 années et demie d'absence. Mon fils avait un peu plus d'1 an et demi. Ma femme était enceinte. Et la question qui se pose, c'est « Et s'il arrivait quelque chose à votre famille sur Terre, est-ce qu'on va vous envoyer un message vous annonçant que vous avez perdu votre fils ?» Ce serait dur. J'en ai la gorge serrée rien que d'y penser. À mesure que le vaisseau s'éloigne de la Terre, les astronautes ne peuvent plus compter que sur eux-mêmes. Aujourd'hui, autour de la Terre, à bord de la Station spatiale internationale, où les astronautes qui étaient sur la Lune, à 1 seconde près, peuvent poser une question et avoir dans la foulée la réponse. Il peut y avoir un échange. Alors que l'équipage qui partira vers Mars lancera comme ça, dans le vide, une question, et il faudra attendre parfois jusqu'à 40 minutes la réponse. Les observations des sondes Viking, qui les premières se sont posées sur la surface de Mars au milieu des années 70, n'étaient guère une invitation à entreprendre la grande aventure. Viking a mené des expériences pour déterminer la présence de vie, c'est-à-dire de vie microbienne. Et à l'issue de la mission, il semblait bien que Mars fût un désert stérile et polaire. Mars est une planète extrêmement hostile. Il y règne une désolation indicible, un froid insupportable. Son relief est tourmenté, les volcans immenses succèdent aux canyons gigantesques, et sa surface est balayée par de redoutables tempêtes de poussière. De monstrueux tourbillons de poussière s'élancent jusqu'à 80 km dans l'atmosphère. Impossible pour un véhicule spatial habité d'atterrir lors d'une de ces redoutables tornades. Aussi sur Terre, des chasseurs de tornades peu conventionnels aident la NASA à en apprendre un peu plus long sur ces dangers. Hey Steve, tu vois ce qui se passe sur la gauche? En effet, voilà le monstre que je voulais attraper. Oh yeah. En Arizona, les chercheurs Steven Metzger et Brent Boss n'hésitent pas à foncer la tête la première dans les tornades de poussière. Ouais, ça valait le détour, pas vrai? Sur Terre, une tempête d'une bonne vingtaine de mètres de large qui dure 20 minutes peut soulever plusieurs tonnes de poussière dans les airs. Sur Mars, il y a la même terre sèche que sur Terre. Mais Mars se compose d'un seul grand désert où les tempêtes soulèvent tout le temps et partout des montagnes de poussière. Mars est connu pour ses tempêtes de poussière. On peut donc tout à fait y affronter d'énormes rafales de sable. Et quelle que soit la façon dont on s'y prend, l'atterrissage sera un défi. Pour optimiser la réussite de la mission, de nombreux moyens sont déployés afin de trouver les meilleurs sites d'atterrissage. Nous devons choisir le site d'atterrissage des missions habitées avec une grande précision. Il faut opter pour un site sûr et susceptible de convenir aux futurs vols et atterrissages. Nous devons commencer par examiner l'histoire hydrométrique et la possibilité de vie aujourd'hui et dans le passé. Tels sont les critères qui vont déterminer le choix d'un lieu d'atterrissage. D'autres repérages sont prévus pour affiner la sélection des sites d'atterrissage du premier vaisseau humain sur la planète rouge. Si ExoMars parvient à échapper à la malédiction des missions martiennes, elle promènera un véritable laboratoire à 6 roues, capable de partir à la recherche de la vie. On se trouve alors en orbite et on attend les meilleures conditions pour nous poser. Sur Mars, il y a des saisons avec de gigantesques tempêtes de poussière. Et elles peuvent sérieusement endommager tout ce qui est atterri ou bien se trouve déjà sur la surface. La partie avant du rover est un vrai laboratoire scientifique, avec des instruments sophistiqués fournis par des scientifiques du monde entier, pas seulement des Européens. Ces instruments peuvent analyser directement des échantillons pour voir s'il y a des acides aminés ou des traces de ce qu'on appelle sur Terre la vie. Pour la mission habitée sur Mars, savoir où atterrir est une question cruciale, mais pas aussi cruciale que l'atterrissage lui-même. Le module d'atterrissage doit se séparer du véhicule principal qui, lui, reste en orbite. Les astronautes affrontent alors la partie la plus dangereuse de toute la mission. Traverser l'atmosphère martienne et se poser avec succès.
Plusieurs raisons font qu'il est difficile d'atterrir sur Mars. D'abord, nous avons une atmosphère vaste, mais raréfiée par rapport à celle de la Terre et obéissant à une dynamique bien à elle. Aujourd'hui, si des hommes ou même des machines se rendent sur Mars, ce sont les derniers 100 km qui sont les plus périlleux. Une fois la descente amorcée, c'est le saut dans l'inconnu. Dans moins de 6 minutes, ou bien l'équipage aura atterri sain et sauf, ou bien il aura péri. Le module d'atterrissage est protégé par un bouclier thermique qui va contribuer à le ralentir, mais surtout à l'empêcher de se consumer. On ne fait rien d'autre que de trouer le ciel de Mars, ce qui ionise l'atmosphère au fur et à mesure qu'on la traverse, d'où un chemin de gaz ionisé et brûlé. Une fois entré dans l'atmosphère, l'atterrisseur largue sa coquille protectrice. Ces 60 tonnes filent à toute allure dans l'atmosphère martienne. 8000 mètres. La NASA teste un bouclier thermique gonflable pour éviter aux astronautes de périr carbonisés au moment de leur entrée dans l'atmosphère martienne. Compris, on passe en mode secondaire. On prend le vent. La nouvelle de l'atterrissage mettra plus d'une dizaine de minutes avant de parvenir au contrôle sol. En fait, nous devrons fonctionner hors circuit, ce qui signifie que les contacts avec la Terre, Houston, l'Europe ou qui que ce soit ne nous seront d'aucune aide. Nous serons livrés à nous-mêmes. Vous avez le feu vert pour la sortie. Reçu, j'abaisse la poignée. Les premiers humains qui parcourront Mars découvriront une planète qui, malgré les apparences, n'en partage pas moins certaines ressemblances avec la Terre. Le Soleil se lève à l'est et une journée martienne ne dure que 40 minutes de plus que son homologue terrestre. En revanche, la gravité sur Mars ne représente qu'un tiers de celle de la Terre et son atmosphère extrêmement ténue, composée essentiellement d'oxyde de carbone, est toxique. Lorsque les astronautes quitteront la protection de leur base, ils feront face aux redoutables conditions de l'atmosphère martienne. Sans un scaphandre approprié, ils ne survivront ni à l'atmosphère toxique, ni au froid. Pour travailler dans cet environnement hostile, ils devront être équipés d'une super combinaison de l'espace. La mobilité et la flexibilité sont les grands défis que nous devrons relever. Et j'y ajouterai celui du poids, car il est étroitement lié à cette problématique. Ce scaphandre est un bijou composé de 20 000 pièces, permettant aux astronautes la plus grande liberté de mouvement. Le scaphandre intègre son propre système de survie, son propre contrôle thermique et assure suffisamment de mobilité pour que l'on puisse se déplacer à la surface de Mars tout en étant protégé de cet environnement très hostile. La mission principale des astronautes consistera à partir à la recherche de traces de vie. En étudiant des milieux extrêmes sur Terre, les scientifiques cherchent à les aider. À certains égards, le cœur du désert d'Atacama, au Chili, ressemble à la désolation qui règne sur Mars. Sur Terre, nous trouvons de petites oasis de mort sur une planète vivante. Sur Mars, on cherchera de petites oasis de vie sur une planète morte. Chris McKay est un exobiologiste qui cherche à comprendre comment la vie parvient à se maintenir dans des conditions extrêmes. Dans cet univers ultra-désertique, il a découvert de la vie microbienne et il espère que cela aidera les astronautes lors de leurs recherches sur Mars. Les gens se sont dit, si la vie est tellement riche sur Terre et existe dans des endroits aussi difficiles où auparavant personne ne pensait que ça pouvait exister, pourquoi pas sur Mars après tout? Les envoyés des terriens disposeront d'instruments robotisés pour détecter la moindre trace de vie dans le sol martien. Mais depuis qu'on a découvert que certaines bactéries se nourrissent de roches, on imagine que la vie s'est peut-être réfugiée au fond d'immenses tunnels de lave.
Si l'on trouve de la vie sur Mars, cela risque de poser un nouveau problème. Que faire si l'un de ces microbes s'avère dangereux, voire mortel pour les humains? Que se passera-t-il si un agent pathogène martien est rapporté sur Terre? John Rummel, exobiologiste à la NASA, veille sur la sécurité sanitaire des terriens. S'il y a de la vie sur Mars, nous aimerions bien sûr en connaître plus sur elle avant qu'elle ne soit rapportée sur Terre. Il y a peu de chances pour que cela soit un risque pathogène pour les humains, mais il pourrait s'agir d'un microbe que notre système immunitaire ne sache pas reconnaître, ou de quelque chose qui pose problème à l'environnement. C'est pourquoi nous tenons à ce que ces choses-là soient rapportées en toute sécurité. Afin d'éviter toute contamination, les astronautes devront observer une période de quarantaine à leur retour de Mars, comme les héros de la conquête de la Lune l'ont fait avant eux. Après 2 ans et demi loin de leur famille, il leur faudra tenir bon encore quelques temps dans une unité de confinement. Qui dit trace de vie sur une autre planète, ça veut dire quelque chose qu'on ne connaît, mais alors pas du tout. On ne sait pas quel est le danger, mais on a la quasi-certitude qu'il y a un danger. Pendant ce temps, dans le Grand Nord canadien, Pascal Lee, chercheur à la NASA, teste les meilleurs scénarios de la recherche de l'eau sur Mars. Partout sur Terre où il y a de l'eau, il y a de la vie. Il pourrait même y avoir encore de la vie sur Mars aujourd'hui, à condition qu'on y découvre de l'eau liquide. De récentes photos de Mars faites par la mission Mars Express mettent clairement en évidence des ruissellements d'eau au cours de la dernière décennie. D'après les données recueillies par la sonde, il y a probablement d'importantes réserves d'eau gelée dans le sous-sol. Pour trouver de la vie sur Mars, on dispose aussi d'autres indices. Ainsi, il y a 23 millions d'années, un astéroïde géant s'est fracassé sur l'île de Devon dans le Grand Nord canadien. La collision a créé un gigantesque cratère en pulvérisant et projetant des millions de tonnes de roches alentour. C'est dans un endroit encore plus désolé, en Antarctique, qu'une expédition scientifique a fait en 1996 une découverte capitale, une petite météorite martienne. À l'intérieur, d'infimes traces que certains chercheurs considèrent comme des empreintes de bactéries martiennes. Une polémique entoure ces microscopiques alignements de minéraux, mais ils ont indiscutablement relancé la spéculation sur une vie extraterrestre. Il y a des millions d'années, la Terre n'était pas la seule planète bleue du système solaire. Mars aussi était couverte d'eau. Il y avait de l'eau sur la planète Mars. Certains collègues pensent qu'au cours du premier milliard d'années, tandis que les planètes se refroidissaient, Mars et la Terre étaient les 2 planètes les plus habitables qu'on puisse imaginer. Mais par un mystérieux cataclysme cosmique, Mars a perdu son champ magnétique. Son atmosphère s'est dissipée dans l'espace. Ses océans se sont asséchés et des débris de la surface martienne ont été éjectés dans le système solaire. La découverte de cette roche dans l'Antarctique pose une brûlante question. La vie sur Terre serait-elle d'origine martienne? Et en ce cas, les humains seraient-ils en fait des Martiens? Si l'exploration de Mars permet la découverte de formes de vie différentes de la nôtre, il nous faudra réviser nos théories sur l'origine de la vie. Une idée révolutionnaire se fait jour, celle d'une genèse multiple, intergalactique. Ce que nous espérons trouver sur Mars, ce sont des traces de vie qui ont leur propre origine. Nous saurons alors que dans notre système solaire, la vie a pu éclore 2 fois. Et si elle a éclos 2 fois dans notre jardin, alors la galaxie doit regorger de vie. Se dire qu'on pourrait soulever une pierre sur Mars et trouver ça, ce serait fantastique. La base martienne du XXIe siècle deviendra une petite colonie, réalisant ce rêve humain d'habiter un territoire jadis interdit. Ce premier voyage sera peut-être le premier pas vers une occupation humaine de Mars. La science moderne rêve de pouvoir faire reverdir la planète rouge. C'est un sérieux défi. Un jour viendra où peut-être nous devrons fuir la Terre.
C'est que si une comète ou un astéroïde nous fonce dessus maintenant, on ne sera pas plus avancé que les dinosaures. Tout ce qu'on pourra faire, c'est regarder ce qui nous arrive avec un air idiot. Exploration, connaissance et recherche de vie dans l'univers. Tels sont les objectifs qui unissent les gens du monde entier dans la plus grande quête de tous les temps. Sans doute y aura-t-il des conflits, des controverses et probablement des pertes en vie humaine. Mais le cap est mis. L'inaccessible planète est désormais à notre portée. On ne peut plus faire marche arrière. L'humanité est en route pour Mars. Title of the paper that's being released today in Nature Geoscience. And this is a little animated GIF that shows you the time sequence of these features. So on the left is a black and white image. This is Pallikier Crater, and it's all along the north-facing and west-facing, and it shows where we have what we call fully confirmed RSL. As of a couple of years ago, this needs to be updated, but it's the same general pattern. There's 3 regions. This just shows Mars and its orbit around the sun, and this is to explain a little bit about why we see these at different times in different places. So Mars is tilted on its axis about 25 degrees, very similar to Earth's tilt on its axis. So it remain in a liquid form until we hit negative 70 degrees Celsius, and will not start boiling until it is 24 degrees Celsius. And this is a little animated GIF that shows you the time sequence of these features. So on the left is a black and white image. This is Pallikier Crater, and it's all along the north-facing and west-facing, and this just shows Mars and its orbit around the sun, and this is to explain a little bit about why we see these at the title of the paper that's being released today in Nature Geoscience. Shows where we have what we call fully confirmed RSL. As of a couple of years ago, this needs to be updated, but it's the same general pattern. There's 3 regions.